Ce que cherchaient ces écrivains, c'est Kafka qui les a bien compris, c'était écrire en allemand. Mais le judaïsme de leur père leur collait aux pattes de derrière, tandis que leurs pattes de devant n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. D'où la littérature impossible, la grande douleur, la douleur insupportable. René Lévy, bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui le second volet de la trilogie de 9 écrivains sous les dictatures. 9 écrivains, juifs, allemands ou allemands juifs? Qui êtes-vous? Citoyen d'Allemagne sous la République de Weimar ou de l'Empire austro-hongrois, vous vivez dans ces deux pays hostiles, dont les populations, mal disposées à votre égard, jettent sur vous un regard discriminatoire, vous désignant comme juif et vous excluent de leur société. Si vous ne voulez pas être vu ou lu comme auteur juif, il vous faut vous délester de votre judaïsme ancestral, emprunté pour vos écrits la langue allemande, pratiquée par les grands écrivains. Les gars, la question que je me suis posée, juif allemand ou allemand juif? Par exemple, Theodor Herzl se l'est posé. Il disait, suis-je juif allemand ou allemand juif? Ou les deux? Ou aucun des deux? Jésus est-il juif? Spinoza, Marx, sont-ils juifs ou pas juifs? Gambetta, français ou juif d'Israël? Anglais ou juif? Anglais. Cheval ou âne? Au mulet? Certainement pas mulet. Et au premier chef, il y a Ernst Kantorowicz. C'est un personnage pour lequel la question allemand-juif ou juif-allemand ne se pose pas. Ce qu'il veut être germain-allemand, mais les écrivains allemands de souche qu'il veut côtoyer et auxquels il veut ressembler ont créé un cénacle de littérature et auquel il veut, lui, Ernst Kantorowicz, il veut appartenir. Inutile de vous dire que le cénacle est infranchissable à un juif. Il n'accepte que les aristocrates d'origine germanique. Alors, il s'obstine. Et comment faire pour franchir ce cercle? Eh bien, il a une idée, c'est d'être plus germain que si possible. Et comment être plus germain? En étant teutonique médiéval. Et pour ce faire, il cherche dans les archives comment il pourra s'introduire en étant plus germain et teutonique que les autres. Alfred Kantorowicz, il est issu d'une famille très riche aussi, donc il est certainement pas loin de Ernst Kantorowicz, mais idéologiquement, il est entièrement opposé, il s'engage avec les communistes parce qu'il veut faire triompher, lui, les idées prolétaires. Il s'engage au Parti communiste allemand, à Berlin, et il milite en tant que tel. Jusqu'en 1936, où il va s'engager dans la guerre d'Espagne, dans la lutte contre la dictature franquiste, et il combat avec la République espagnole. Il va même diriger la brigade internationale militaire contre Franco. Cette brigade internationale, elle comporte 5000 membres et elle a une lutte active puisque 3000 d'entre eux trouveront la mort dans cette guerre contre Franco en Espagne. Alfred Kantorowicz va s'exiler en France. Il va vouloir recréer les bibliothèques allemandes qui ont été brûlées dans les autodafés sous le régime hitlérien. De ces bibliothèques qu'il recrée en 1938-39 en France, elles seront également brûlées par les Allemands en 1940. Et Alfred Kantorowicz, en 1940, eh bien, il va s'exiler aux États-Unis. Il ne rencontrera pas ce pseudo-cousin Ernst Kantorowicz qui est sur la côte ouest américaine. Lui sera à New York et ils ne se rencontreront jamais. En 1945, il rentre en Allemagne. Il veut croire dans la République démocratique allemande sous le régime communiste, mais n'y croira pas longtemps. Il ira en RFA, République fédérale allemande. Il fera sa carrière d'écrivain en République fédérale allemande. Mais aucun de ses livres n'est traduit en français. Karl Kraus, on retrouve au départ des points communs avec Ernst Kantorowicz, parce qu'il veut, lui aussi, se revendiquer comme écrivain allemand. Mais lui, par contre, la question de juif allemand ou allemand juif le concerne avec une haine
pour tout ce qui est juif. Ce qu'il veut aussi, c'est être allemand. Même avec sa haine des juifs, il garde en arrière-plan son judaïsme. Ce qui l'amène à être écrivain allemand, c'est la langue allemande. Ce n'est pas le germanisme de Kantorowicz. La langue allemande, c'est la langue de Goethe, la langue noble, littéraire, la langue dans laquelle il veut écrire, et sa haine se déchaîne à tous ceux qui veulent écrire dans la langue allemande et qui n'en sont pas dignes. Un écrivain qu'il a connu de cette époque, c'est Théodore Lessing, qui dit qu'il portait la conscience juive comme une infirmité secrète. Et Théodore Lessing écrira son livre célèbre, c'est la haine de soi juive, inspirée justement de la haine juive de Karl Kraus. Théodore Lessing a un point commun, lui aussi, avec Karl Kraus et Ernst Kantorowicz. C'est son estime, dirons-nous, pour cette aristocratie allemande à laquelle il ne veut pas appartenir, mais à laquelle il semble très influencé. Il tombe amoureux d'une jeune fille qui est justement issue de la famille Hohenzollern. Il décide de se marier contre l'avis de la famille de la jeune fille, bien sûr, et même de l'avis de la famille de Théodore Lessing. Mais ils n'en tiennent compte ni l'un ni l'autre, mais ce mariage d'un juif avec une aristocrate allemande lui attire la haine des nazis quand les nazis arrivent au pouvoir. Et lui, de plus, ajoutera à cette haine en critiquant celui qui a amené Hitler au pouvoir, c'est le maréchal Hindenburg, et il dira de lui, bah oui, mais le maréchal Hindenburg a envoyé à la mort des centaines de milliers d'Allemands en 1914 et 1918, sans jamais avoir été inquiété. En 1935, il sera obligé d'émigrer, il émigre en Tchécoslovaquie. Et il continue sa carrière d'écrivain, il écrit ses livres, comme souvent les écrivains, le soir. Il est seul dans sa chambre d'hôtel, seule la fenêtre de sa chambre est éclairée. Mais les nazis qui ont la rancune arrivent en commando un soir à dos sur une échelle qui monte jusqu'au 2e étage et la battent à bout portant. Arthur Koestler, lui, la langue allemande, il l'exècre. Pour lui, la langue allemande, ce n'est pas la langue de Goethe, c'est la langue des nazis. Du reste, il choisira d'écrire ses œuvres en anglais. Réfugié en France en 1933, il fait la connaissance de nombreux intellectuels français. En tant que communiste, il s'engage également dans la guerre d'Espagne. En 1936, il assiste au massacre des communistes espagnols par Staline. Il a en horreur ce qui se passe avec les communistes. Il demande à être reporter, il fait des voyages en URSS, déjà sous Staline, et ce qu'il voit le conduit vraiment à une critique du communisme, tout en étant d'essence communiste lui-même, mais anti-stalinien. En 1940, à la défaite de la France, il trouve un bateau pour émigrer à Londres. Il se réfugie en Angleterre. Entre-temps, il a écrit Le Zéro et l'Infini, qui est le premier livre qui dénonce les crimes staliniens et les méthodes staliniennes qui conduisent les écrivains ou les militants communistes russes à avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis pour renforcer justement le pouvoir de Staline. Un jour, il entend à la radio la confession d'Otto Katz, un écrivain russe qu'il connaissait bien, un ami à lui, qui avait été arrêté par Staline et qui avait avoué des crimes qu'il n'avait pas commis. Et dans sa déposition, il entend les propres termes de Robachov, qui est le héros du Zéro et l'Infini, donc un personnage de fiction pour illustrer justement les crimes qu'il n'avait pas commis de Staline. Il entend ses propres paroles de son héros de fiction dans la déposition d'Otto Katz. Un aveu comme quoi les crimes d'Otto Katz étaient des crimes imaginés par les staliniens. Arthur Koestler ne sera pas dupe du langage stalinien, il s'en méfiera tout le temps et entrera dans un silence jusqu'en 1983, un silence qui le conduira au suicide. Avec sa compagne, qui ne veut pas vivre sans lui, ils se suicident tous les deux en 1983. Hannah Arendt. La question
que je me suis posée, juif ou pas juif. Elle-même se l'était posée avant moi. Juive ou pas juive. Intérieurement, juive parfois. Tantôt pas juive. Extérieurement, juive. Juive extérieurement, revendiquée même, par le regard de l'autre. Celle qui me désigne comme juive, et qui souhaite me chasser du pays, et même me chasser de l'humanité. Elle est en France, en 1936. Elle est militante, donc gauchiste. Elle fait la connaissance d'un jeune homme marxiste, intégriste, doctrinaire, et elle tombe amoureuse de lui, et vraisemblablement, lui aussi. Il se marie. Mais lui, il exècre, au nom du marxisme, tout capitalisme. Et tout ce qui est capitaliste est associé, dans son esprit, à toutes les communautés juives, bien sûr, dans la foulée, mais par son épouse, dont il est amoureux. Elle milite avec les organisations juives, et ne tient pas compte de l'anti-judaïsme de son mari. On reprend la réponse d'Hannah Arendt, si elle est juive. Juive, dit-elle, bien sûr, elle est juive. Et elle dit également, tout naturellement, je suis juive. Ce n'est pas le moment d'y renoncer. Et bien sûr, elle dit qu'elle est tout naturellement juive. Comme elle est femme, elle est juive. Joseph Roth, un petit juif des ghettos les plus pauvres et les plus méprisés de soi. Pour lui, Joseph Roth, c'est très simple. Il avait pris des juifs pour les juifs des ghettos. Les juifs de Paris méprisent les juifs de Berlin. Les juifs de Berlin méprisent les juifs de Varsovie. Les juifs de Varsovie méprisent les juifs des ghettos de l'Est de la Pologne. Et les juifs des ghettos de l'Est de la Pologne méprisent les juifs des shtetl d'Ukraine, c'est-à-dire de ceux qui sont le plus à l'Est. Et lui, Joseph Roth, il est né dans les ghettos de l'Est de la Pologne, c'est-à-dire les ghettos les plus méprisés, les plus pauvres. Dès qu'il a fini ses études primaires et secondaires, eh bien, il veut s'inscrire à l'université pour sortir des ghettos. Et il va à l'université de Vienne, puisque il est juif autrichien. Pour sortir de l'université, il devient journaliste, mais Joseph Roth veut noyer ce petit juif qu'il est sorti du ghetto. Et il le noie par le rêve, et il alimente ses rêves par l'alcool. Il boit. Il boit pour rêver, et quand il rêve, il se voit en bel officier d'uniforme de l'armée autrichienne. Il se voit en militant communiste aussi bien. Il se voit en humaniste socialiste. Il se voit en membre d'extrême droite autrichienne. Mais il a toujours une complaisance, une attention pour les petits juifs des ghettos de là où il est né. Alors, quel personnage est-il vraiment, ce Joseph Roth? Le mieux, c'est d'aller directement à son enterrement. Alors la conclusion, Stefan Zweig, est que les vers des poètes juifs interdits, réduits au silence par le nazisme. Je les entends le jour, je les entends la nuit. Un silence insupportable. Un silence insupportable qui conduit Stefan Zweig au suicide en 1942 au Brésil. Un suicide qui, avant lui, sont suicidés les écrivains juifs au moment de la défaite de la France. Walter Benjamin, qui se suicide à la frontière espagnole. Hazen Kleber, qui se suicide. Vincent Doblin, le fils de l'écrivain Doblin. Van Stoller, le dramaturge, qui se suicide aussi. Et après Stefan Zweig, il y a Klaus Mann, qui se suicide encore en 1949. Et même Arthur Koestler, dont j'ai parlé, en 1983. Et cette douleur, eh bien, c'est Kafka qui les a bien compris déjà dès 1924. Kafka qui connaissait déjà ces écrivains, qui étaient des écrivains tout jeunes, il les avait déjà bien compris, puisqu'il écrit. Ce que cherchaient ces écrivains, c'était écrire en allemand. D'où la littérature impossible, la grande douleur, la douleur insupportable. Et Kafka explicite à sa sœur la douleur insupportable. J'étais assis sur un banc dans le parc, raconte-t-il à sa sœur.
passe un groupe de jeunes filles qui riaient. Elles riaient, mais l'une me regarde en souriant. Gentiment, je lui rends son sourire et les jeunes filles passent. Et je suis pris d'un doute. Se moquait-elle de moi? Ou je comprends ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas un sourire. Je comprends ce qu'elle voulait dire par la simple articulation des lèvres. Comme dans un film muet, le mouvement des lèvres. Juif, me disait-elle. Les écrivains juifs de langue allemande vécurent leur infirmité secrète d'être des juifs, comme un mauvais rêve. Face au constat que toutes les tentatives d'assimilation les conduisirent à l'échec d'une intégration dans une nation hostile, ils n'eurent pas leur place parmi une population qui, une fois pour toutes, jeta sur eux un regard les désignant comme juifs. Alors que s'échafaudait le gigantesque appareillage destiné à leur extermination, il suffisait du seul regard de haine porté sur eux pour les exclure et les anéantir, comme un simple mouvement de la bouche, à ne pas confondre avec un sourire. Après l'intolérable regard, la hantise de voir, comme dans un film muet, l'articulation des lèvres formait le mot juif.